Donc merci d'être venu pour parler de cette question, disons, des cités et des banlieues. Donc pour dire les choses de la manière la plus simple, c'est que je vais essayer de présenter mon propre travail et le contenu de ce livre qui a maintenant quelques années derrière, enfin qui date de quelques années, mais dont le travail préparatoire et la rédaction m'ont occupé presque une dizaine d'années. Donc c'est pour moi un lourd investissement intellectuel et en temps d'avoir réalisé ce travail. Dont le thème, disons, est le ghetto, ou la formation du ghetto, et comment, au fond, dans un certain nombre de cités ou d'endroits, on puisse mettre en place des formations, des modes d'organisation qui relèvent, disons, de cette logique de ghetto. Ça, c'est le contenu qu'on peut y trouver. Alors, c'est un travail qui s'appuie sur une longue investigation, une immersion, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est du travail d'anthropologie urbaine qui consiste à aller s'installer. Vous voulez étudier la vie des gens, ben vous allez vivre avec eux, donc aller s'installer pendant plusieurs années. Et puis organiser à la fois des discussions, faire des entretiens, rencontrer les gens, observer ce qui se passe dans la vie quotidienne, leur soumettre, disons, ses propres réflexions, de façon à progressivement essayer de reconstruire la perception du monde telle que eux peuvent la percevoir ou telle que eux peuvent l'éprouver d'une certaine manière. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, c'est de montrer le ghetto. Alors j'expliquerai pourquoi, du point de vue de son organisation, de son fonctionnement, mais surtout de montrer le ghetto du point de vue des habitants qui y résident, ou de l'épreuve sociale que c'est pour les habitants qui y résident, et de montrer le monde tel que eux peuvent le percevoir, ou tel que eux peuvent le reconstruire. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que c'est un livre qui rend compte de cette expérience particulière et qui essaie de montrer la société telle qu'elle est vue, disons, à partir de ce point de vue particulier, ou la vie des gens d'ailleurs, telle qu'ils l'aperçoivent ou telle qu'ils peuvent l'éprouver très quotidiennement et très pratiquement. Donc c'est un long travail qui a consisté à essayer de se mettre à leur place ou de se mettre à côté d'eux pour percevoir, disons, essayer de comprendre leur point de vue. Alors c'est la raison pour laquelle le livre a cette forme-là. Je dirais quelques mots sur cette forme-là, c'est-à-dire que c'est un livre à la fois très long, et c'est volontairement long, c'est-à-dire que je voulais aussi que... et c'est un livre très long pour que les gens éprouvent aussi à la lecture le même sentiment que ceux qui sont enfermés dans le ghetto. C'est-à-dire progressivement cette espèce de sentiment d'étouffement que les gens peuvent avoir quand ils sont enfermés dans ce type de situation, de ce type d'endroit. Notamment les femmes qui ont souvent ce sentiment d'étouffement très, très fort ou qui peuvent éprouver d'ailleurs une fatigue personnelle assez grande. Donc je voulais que le lecteur finisse par comprendre, disons, cette épreuve-là à la lecture. Donc c'est pour ça que c'est très long. Ça reste très proche de ce que racontent les gens. Et c'est pour ça aussi qu'on a éliminé, enfin j'ai éliminé dans tout le compte-rendu du travail toute référence externe. C'est-à-dire vous ne savez pas exactement où c'est. Il n'y a pas d'explications qui sont données par la sociologie. Je voulais aussi que le lecteur éprouve émotionnellement les choses sans pouvoir s'évader d'une certaine manière par une explication sociologique a priori ou un principe général qui aurait pu lui dire, disons, lui donner la clé d'une certaine manière, la clé des choses. Je voulais que, au fond, cette reconstruction du monde soit vécue de l'intérieur par le lecteur. D'où la forme un peu particulière pour un livre de sociologie ou un livre d'anthropologie, puisque d'une certaine manière, c'est nulle part, c'est pas situé, et tout est raconté à partir, disons, des mots des gens et de l'expérience des gens. Voilà le contenu du livre. C'est pour ça que c'est un travail long et que c'est un livre long et peut-être un peu ardu après tout, mais après tout,
L'idée était que ça soit pas si facile que ça, que les gens puissent aussi sentir et éprouver émotionnellement les choses. Je voulais d'une certaine manière aussi que l'émotion, d'une certaine façon, soit une des clés de compréhension du monde social, que ce ne soit pas simplement une compréhension intellectuelle ou sociologique au sens abstrait du terme, mais qu'à travers l'émotion ressentie à la lecture, on comprenne d'une certaine manière des fonctionnements sociaux ou des expériences, ou une forme d'expérience sociale. Donc voilà la façon dont j'ai procédé pour faire ce travail. Maintenant, je vais essayer de donner quelques explications tout de même pour qu'on puisse en discuter et tirer quelques enseignements, disons, de ce travail. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le terme de ghetto et pourquoi, au fond, avoir choisi ce type d'investigation. Parce qu'après tout, on peut faire des travaux en sociologie ou en anthropologie de toute autre façon, sans s'investir de manière si précise sur un endroit très particulier, dont je dirais quelques mots. Alors, disons, le point de départ est assez simple. C'est des observations que j'ai menées dans la ville de Paris et au tout début des années 2000. Je peux dire ça de façon très, très directe, à la demande de la ville de Paris qui m'avait demandé de faire une sorte de diagnostic sur les questions de sécurité dans l'Est parisien. Donc si vous connaissez la ville de Paris, il y a un certain nombre de cités dans le 19e, dans le 20e arrondissement, dans le 11e même, entre la cité Curial, la cité de l'Ourcq, autour de la place des Fêtes, pour les gens qui peuvent connaître. Et j'avais beaucoup travaillé sur les questions de banlieue dans les années 1980 jusqu'au début des années 90, et j'avais après laissé tomber les choses pour faire autre chose, parce qu'on ne peut pas toujours faire la même chose. Et donc c'était pour moi l'occasion de revenir voir comment les choses se passaient. Et en revenant voir comment les choses pouvaient se passer, j'étais extrêmement étonné et frappé des changements qui s'étaient opérés dans les endroits où j'étais déjà venu, mais je ne reconnaissais pas du tout le monde social tel que j'avais pu le percevoir jusqu'à, disons, une dizaine ou une quinzaine d'années auparavant. Et il me semblait qu'il y avait 3 ou 4 changements forts qui méritaient qu'on s'interroge. Pour aller vite, ce qui me frappait d'abord, c'est le fait que les gens étaient beaucoup plus enfermés dans leur cité ou dans leur territoire qu'ils ne l'étaient une dizaine d'années auparavant. Alors enfermés pratiquement, c'est-à-dire par exemple, je me souviens des travailleurs sociaux de la cité de Curial qui avaient toutes les peines de faire sortir les gamins de la cité pour les amener jusqu'à la Villette, pourtant c'est pas très loin, ou des gens qui traversaient pas Belleville, qui traversaient pas la rue, ou ainsi de suite. Enfermés pratiquement aussi au sens où beaucoup de gens ne connaissaient personne en dehors de leur cité. Voilà, ils n'avaient pas l'occasion. Alors je me souviens à la cité Curial, par exemple, beaucoup de gamins qui n'avaient jamais vu la Seine, qui n'étaient jamais allés jusqu'à la Seine, des choses de ce type. Ils connaissaient personne à l'extérieur, puis enfermés aussi symboliquement, c'est-à-dire quand on parlait avec les gens, ils parlaient de la cité, ils parlaient éventuellement de ce qui se passait à l'époque. C'était les histoires du 11 septembre, de la guerre en Afghanistan et des choses comme ça. Mais ils ne parlaient plus du tout de la société française, ce qui était quand même assez étonnant. Alors que des années avant, les gens pouvaient être revendicatifs et tout ça, mais ils allaient d'une certaine manière vers la société, même si c'était pour la contester. Donc un enfermement très, très, très fort. Deuxième chose qui me frappait aussi, si j'ose dire, c'est le niveau de violence qu'on pouvait observer, une espèce de violence quotidienne. Alors sous diverses formes, mais disons une espèce de pression qu'on pouvait ressentir dans certains moments, à certaines heures, pas forcément qui éclatait. Et puis par ailleurs, un niveau de violence, notamment à cette période, mais ça dure encore, il y a une guerre entre la cité Curienne et la cité de l'Ourcq, les gens se tirent dessus, enfin bon, avec des morts régulièrement, des choses de ce type. Donc une espèce de violence extrêmement forte, extrêmement présente, qui s'exerçait aussi assez fortement sur les femmes, qui n'était pas comparable, disons, à ce que j'avais pu connaître dans des cités pourtant difficiles une dizaine d'années auparavant. Troisième chose qui me frappait, c'était, je dirais très rapidement, une sorte de culture anti-institutionnelle
très forte, c'est-à-dire une hostilité au monde de la République, des institutions et aux gens qui les portent ou qui les représentent. Donc une agressivité très forte vis-à-vis de ces gens, avec en même temps la hantise de voir partir les institutions. C'est-à-dire des gens très partagés d'une certaine manière, avec un sentiment très fort d'abandon, d'une part, et en même temps de rage ou d'agressivité vis-à-vis des institutions. C'est-à-dire qui en reprochent au fond de ne pas être là, et quand elles sont là, on agresse, alors avec pas mal de violences de ce type, mais je pourrais donner des exemples plus concrets. Et dernière chose qui m'a beaucoup frappé, et qui pour moi était la plus étonnante, c'est, je dirais, la rupture de la communication entre garçons et filles, ou entre hommes et femmes, de manière plus générale. Situation des femmes très dégradée, avec beaucoup de pression mise sur les femmes, des endroits où il n'y a pas de femmes dans l'espace public, des endroits aussi où je pouvais observer de ségrégation très forte de l'espace. Notamment par exemple dans des centres sociaux, dans des salles comme ça qu'on coupe en deux, avec une partie pour les femmes et une partie pour les hommes, parce que si c'est pas coupé en deux, les femmes ne viennent pas et ne peuvent pas venir parce qu'à l'entrée elles se font insulter et ainsi de suite. Donc une pression très forte, disons, sur les femmes, avec pas mal de violence. C'est pas rare de voir des femmes se faire houspiller dans la rue, des propos masculins très virulent à l'égard des femmes, et une expérience féminine qui pouvait être assez difficile, de sentiment d'étouffement, d'enfermement, et ainsi de suite. Donc ça, c'était une chose qui me semblait quand même tout à fait remarquable par rapport à ce que c'était les mêmes quartiers une quinzaine d'années auparavant, ou une dizaine d'années auparavant, où c'était pas du tout, disons, le même type d'atmosphère. Alors, en observant ça, la question que je me suis posée tout bêtement, au fond, c'était de me dire, est-ce que tout ce que j'observe là, c'est des choses qui sont, au fond, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ou est-ce que c'est des choses qui ont une signification, qui sont le signe d'un changement global, et quel type de changement global, si c'est le cas. Et un des aspects qui m'a le plus interloqué, c'est au fond la chose suivante, c'est que si vous lisez l'anthropologie urbaine, les études urbaines, la sociologie dans le monde, ce qui est tout à fait saisissant, c'est l'extrême banalité des choses que je décris. Autrement dit, ces éléments-là, vous les trouvez expliqués et observés dans d'autres situations historiques, avec d'autres populations, avec d'autres méthodes de travail. Et il y a toute une littérature de ce point de vue-là assez développée, tout un ensemble d'enquêtes assez développées. Alors notamment aux États-Unis, dans les années d'après-guerre, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, toutes les études sur les enclaves italiennes, par exemple, sur les poches les petites Italies qu'on pouvait trouver à Boston ou à New York, montrent des comportements tout à fait semblables. Les études qui sont menées sur un certain nombre de favelas brésiliennes montrent aussi des comportements tout à fait semblables. Et puis, chose saisissante, c'est encore plus proche, disons, de toutes ces études qui ont été menées des années 50 jusqu'au milieu des années 60, dont on pourrait parler longuement, sur le ghetto noir américain. Et notamment à Chicago, à Washington, à Philadelphie, à New York, sur un ensemble de quartiers qui décrivent des choses, mais alors totalement saisissantes de ce point de vue-là, à tel point d'ailleurs que vous avez des comptes rendus d'enquête qui sont faits à Chicago en 1955, vous lisez les entretiens, les gens expriment ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur du ghetto de Chicago, c'est tout à fait semblable. Si vous enlevez le terme Chicago, vous mettez la Courneuve, je vous donne l'entretien, vous saurez absolument pas que c'est fait à cette période-là, dans cet endroit-là. Et je pourrais multiplier les exemples de ce type-là. Donc, la question que je me suis posée, c'était pourquoi c'est pareil, au fond. Pourquoi c'est pareil? Pourquoi on observe ces phénomènes de marginalisation urbaine, puisqu'il s'agit de ça, qui prennent cette forme-là et qui sont totalement comparables dans ces situations différentes. D'où l'hypothèse progressive qui s'est formée, qui est l'hypothèse de parler de ghetto. Alors, qui n'est pas très bien portée en France, parce que pour des raisons idéologiques, on refuse cette réalité-là, ou on ne veut pas la voir. Mais au fond, j'ai repris dans cette littérature, je me suis appuyé sur un ouvrage qui est assez connu, qui a été traduit en français, que je vous conseille, qui s'appelle Ghetto Noir,
qui est un ouvrage d'un type qui s'appelle Kenneth Clark, qui a été écrit au début des années 1960, 64, 65. Et de la même manière, je fais souvent lire ça à mes collègues, vous enlevez le fait qu'il parle de Harlem, vous mettez n'importe quelle cité, le Val-Fouré ou n'importe quoi, je vous mets au défi, quand vous avez lu 60 pages, de savoir qui parle du ghetto de Harlem à cette période-là, tellement, disons, tous les phénomènes qu'il décrit sont semblables à ce que j'étais en train d'évoquer. Clark utilise le terme ghetto pour répondre à la question qui m'a été posée dans un sens assez particulier, mais c'est le sens dans lequel je l'ai utilisé. Alors pour aller très vite, le ghetto, ça veut dire trois choses, et je dirais aussi les raisons politiques qui m'ont amené à utiliser ce terme. Ça veut dire trois choses. Le ghetto, c'est d'abord pas un quartier en tant que tel, c'est-à-dire, c'est une observation très, très lourde dans notre travail, dans le travail fait ici, c'est un mode d'organisation sociale qui s'impose dans un endroit, dans un quartier. Je ne dirais jamais qu'un quartier est un ghetto, mais qu'il y a du ghetto dans le quartier, pour être clair. Et donc, très souvent, dans le quartier où on a travaillé, tous les gens ne participent pas de cette organisation. Donc vous avez des gens qui habitent le quartier, qui ne sont pas dans le ghetto. Et d'ailleurs, ils avaient un nom, on les appelait les invisibles. Et vous avez des gens qui n'habitent plus le quartier ou qui habitent en dehors du quartier, mais qui continuent de participer de l'organisation du ghetto. Donc il ne faut pas identifier les choses. Le ghetto, c'est une forme d'organisation sociale. Donc il y a plus ou moins de ghettos dans les quartiers. C'est-à-dire vous en avez 10%, 20%, 50%, 80 ou 90%, comme là où on a travaillé. Deuxième chose, le ghetto, il est produit par une population qui subit une forme de ségrégation urbaine, pour des raisons qui sont indissociablement, et j'insiste bien là-dessus, des raisons sociales, ils sont pauvres, et des raisons raciales. Ils sont noirs dans le cas américain, dans l'endroit où j'ai travaillé, ils sont arabes. C'est tellement vrai d'ailleurs que dans la ville où j'ai travaillé, on parlait du quartier où je m'étais installé comme la ville des Arabes. Et dans la ville des Arabes en question, on désignait le reste de la ville comme la ville des Blancs. Donc de ce point de vue-là, les gens étaient aussi là parce qu'ils étaient pauvres. Et une des choses les plus remarquables qu'on peut voir dans les cités françaises, c'est que le terme de pauvre est vécu souvent de manière très négative, comme une sorte de stigmate. Si vous dites à quelqu'un qu'il est pauvre, il le vivra assez mal, comme une sorte de désignation négative, où il vous dira immanquablement « je suis pauvre, mais je ne suis pas un cassos »,« je suis pauvre, mais je ne suis pas un pauvre ». Bon, bref, les gens subissent, disons, cette discrimination parce qu'ils sont pauvres et ils appartiennent à une minorité. Et les pauvres dans la cité où j'ai travaillé, d'ailleurs, ils vous expliquent bien qu'ils ne peuvent pas aller dans le centre-ville parce qu'on les regarde de travers, parce que la police municipale les chasse, parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux magasins, parce qu'ils ne sont pas à leur place, et ainsi de suite, et que progressivement, on les repousse, disons, dans leur cité. Mais le fait que les gens subissent la ségrégation pour ces raisons sociales et pour ces raisons raciales, et le fait on ne peut pas dissocier les choses, me semble-t-il, fait pas que ça fait un ghetto. Ce qui fait ghetto, c'est la troisième chose, c'est qu'au bout d'un moment, cette population finit par s'organiser. Et elle fabrique une sorte de contre-monde, une sorte de contre-société, avec son économie noire, avec ses normes, avec ses institutions, avec ses règles particulières, avec une sorte de culture particulière aussi. Je pourrais développer ça plus longuement dans un instant, mais elle fait une sorte de contre-monde, de contre-société. Et cette contre-société, pour les gens, ça leur permet de se protéger collectivement. Ça les protège du monde extérieur. Je vais essayer de dire pourquoi. En même temps, pour chaque individu, c'est un handicap phénoménal. C'est un handicap phénoménal quand il veut aller à l'extérieur. Et donc, très vite, vous observez que les gens sont dans un espèce de paradoxe ou d'ambivalence très forte. C'est qu'ils fabriquent collectivement quelque chose pour se protéger collectivement dont ils voudraient s'échapper individuellement. Et au bout du compte, ce qu'on comprend assez vite, c'est évidemment que c'est ça le plus intéressant. C'est ça le plus intéressant, ou c'est ça qui est central, c'est-à-dire au fond cette expérience profonde qu'ils vivent d'une très forte ambivalence entre, disons, dans le rapport qu'ils entretiennent avec leur cité ou dans le rapport qu'ils entretiennent avec le ghetto, qui est à la fois pour eux une cage, c'est-à-dire ils sont forcés d'être là, mais aussi un cocon, c'est-à-dire ils ne sont pas forcément mal dans cet endroit. Qui est pour eux quelque chose qui les pousse en dehors de la société d'une certaine manière, mais dans lequel la société extérieure est extrêmement présente.
par ses travailleurs sociaux, ses normes, son regard, et ainsi de suite. Et donc, ils sont pris dans cette espèce d'ambivalence que vous pouvez éprouver assez facilement, d'ailleurs, en permanence, quand vous allez dans un endroit comme ça. Les gens ne savent jamais s'ils doivent partir ou rester. Alors ils vous disent il faut partir parce que c'est foutu ici. Puis dans la même phrase ou une phrase après, ils vous disent ah ben non, c'est très bien, il faut qu'on reste ici parce que c'est notre quartier, c'est notre cité. Faites l'expérience, vous allez vous dites vous c'est pourri cette cité. Les gens vont vous dire non, pas du tout, il y a beaucoup de solidarité entre nous. Et puis vous revenez le lendemain, vous croisez la même personne, vous dites c'est très bien cette cité, il y a beaucoup de solidarité. Il va dire pas du tout, tu connais rien, c'est pourri. On est des loups les uns pour les autres, et ainsi de suite. Donc c'est cette ambivalence qui est très forte et qui est permanente, disons, et qui structure en grande partie la façon dont les gens voient le monde social, voient leur situation et analysent, disons, leur potentialité d'avenir. Alors, cette ambivalence, elle est vécue comme une épreuve, et je voudrais bien insister là-dessus, parce que pour moi, c'est une des dimensions essentielles de ce travail. Elle est vécue par les gens comme une épreuve personnelle et collective. Et je dis bien une épreuve, c'est-à-dire, au fond, ils commencent à éprouver ce sentiment que, et ils le disent, ils ne cessent de le répéter, c'est un des mots que j'ai le plus entendu dans cette enquête, que la vraie vie est ailleurs, que la vie est ailleurs. Ils le disent, si vous allez dans c'est un mot que vous entendez très souvent, la vie n'est pas pour nous, la vie elle est au-delà des murs. Et donc ce que nous on vit, c'est pas la vraie vie, c'est quelque chose d'autre, une sorte d'ersatz, c'est-à-dire vous voulez partir en vacances, vous partez avec le centre social, vous voulez un emploi, vous avez un emploi aidé, vous voulez un logement, vous avez un logement HLM. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est, disons, de l'autre côté d'une certaine manière. Et le paradoxe, c'est que les gens finissent par évaluer leur situation en fonction de ce qu'ils imaginent être la vraie vie. Et donc, au fond, d'une certaine manière, ils ont ce sentiment de ne jamais accéder à la vraie vie et que ce qu'ils vivent, c'est pas vraiment réel. C'est une espèce de machin gris dans lequel ils sont, qui n'a pas vraiment de consistance, qui les empêche d'une certaine manière d'accéder au monde réel ou au monde de la vraie vie. Et donc, beaucoup de gens éprouvent, alors chez les plus jeunes ou chez les plus vieux, mais c'est souvent très marqué chez les jeunes, mais chez les plus vieux aussi, un espèce de sentiment très fort de ne pas pouvoir, parce qu'ils sont dans le ghetto, accéder à la vie, accéder à la réalité d'une certaine manière, et donc d'être enfermés dans un univers où ils sont et ils peuvent le dire, alors ils le disent de façon, pour être sociologue, c'est pas très compliqué, il suffit d'écouter ce que racontent les gens, ils le disent très, très fortement, ils peuvent l'éprouver, je disais tout à l'heure, les femmes l'éprouvent très fortement, c'est-à-dire le sentiment de la respiration, par exemple. Les femmes vous disent très souvent dans les entretiens, elles nous disaient « je respire pas, monsieur, dans le quartier, je peux pas respirer. Et c'est quand je sors que je peux respirer. » Ou elles racontent leur vie, par exemple, si vous les écoutez bien, avec des « on m'a fait ci, on m'a fait ça », et de temps en temps, le « je », J-E, j'ai fait ci, j'ai fait ça, apparaît, et le « je », qui fait qu'on est sujet de sa propre histoire, apparaît quand on sort du quartier, quand je retrouve une certaine capacité de respiration. Exemple aussi, par exemple, le sentiment chez les femmes, c'était assez fascinant, le sentiment de la fatigue, qui n'est pas du tout lié à l'activité, mais qui est lié à la situation. C'est-à-dire, plus elles sont fermées et enfermées, plus elles sont fatiguées, même si elles font rien, plus elles ont cette capacité d'échapper d'une certaine manière à la logique du ghetto, même si c'est pour travailler, et travailler dur, moins elles disent éprouver ce sentiment de fatigue. Et ce sentiment de fatigue, d'une certaine manière, il est lié aussi à cet enfermement. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, ce sentiment, si vous voulez, très fort, je crois, et qui fait que les gens, à partir de là, ont l'impression, je vais le dire d'une autre façon, que la vie se passe sans qu'ils puissent la vivre. Au fond, que être pris dans le ghetto, c'est que vous regardez la vie se dérouler sans pouvoir être dans votre propre vie. Comme si vous étiez à l'extérieur de la vie ou à l'extérieur de vos propres vies, que vos potentialités personnelles ne se réaliseront jamais, d'où le sentiment d'ennui, d'étouffement et ainsi de suite, parce que, au fond, la vie se déroule sans qu'on puisse véritablement la vivre. Et il faut bien comprendre que ce qui met en rage les gens, ce qui crée souvent de la violence, c'est ce sentiment-là. C'est pas la misère en tant que telle, c'est pas les difficultés sociales en tant que telles, c'est ce sentiment que les difficultés sociales retraduites dans le ghetto, au fond, elles vous empêchent de réaliser votre propre vie. Alors c'est pareil, il suffit d'écouter les gens, ils ne cessent de le dire. Si vous discutez avec des gamins, ils ne cessent de dire ça, qu'il y a beaucoup de Zidane chez eux, mais le fait que d'être dans le ghetto empêcheront ces Zidane d'exprimer d'une certaine manière
manière ce qu'ils sont et qu'ils ne pourront pas être dans leur vie. Tout le monde éprouve ce sentiment-là, qui peut en plus se doubler d'une espèce de tourniquet chez les gens très fort, parce qu'ils ne savent pas s'ils sont là à cause des mécanismes sociaux qui les ont poussés ici ou à cause de leurs propres incapacités personnelles. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils sont trop cons, ils sont trop moches, et ainsi de suite. J'ai pas fait, et donc je me suis piégé. Alors ils passent de cette manière-là d'une espèce de haine de la société à une haine de soi, et ça tourne sans arrêt. Donc j'insiste bien là-dessus. Je trouve que pour moi c'était ça le plus intéressant. C'est ce qui était le plus intéressant et le plus central, c'est cette espèce d'épreuve que pouvaient vivre les gens, qui est celle du ghetto, qui se traduit dans leur expérience personnelle par ce fait qu'ils ne peuvent pas, ou qu'ils ont ce sentiment de ne pas pouvoir être dans la vraie vie et de ne pas pouvoir vivre leur propre vie, comme s'ils étaient tout le temps à l'extérieur. Alors, pour essayer d'analyser ça, pour essayer de comprendre ça, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mené une enquête. Enfin, j'ai fait une petite équipe et on a mené cette enquête extrêmement longue. Et on a choisi de travailler dans un quartier particulier, dont je vais dire quelques mots pour qu'on comprenne bien, qui fait partie des 25 quartiers les plus durs en France, d'après les classements de la police. Qu'on a choisi en province. Alors pour deux raisons. D'abord parce que ce qu'il faut bien saisir, c'est que les situations socialement les plus difficiles ne sont pas dans la région parisienne. On parle beaucoup de la banlieue parisienne et ainsi de suite. Mais en fait, si vous connaissez la France, c'est souvent dans les petites villes, dans les villes moyennes. Si vous allez à Pau, à Loos-des-Bois, au Petit Bar à Montpellier, au Val-de-Gour à Nîmes et ainsi de suite, qui sont des situations les plus dures. Et je trouve qu'on oublie trop cette réalité de la province en France, ou des villes de province. Alors pour des raisons qui sont assez simples, parce que l'Île-de-France, c'est pratiquement la seule région économiquement dynamique. Ensuite, c'est une grande région, il y a une espèce de brassage permanent à l'intérieur de l'Île-de-France. Quand vous êtes dans certaines villes en province, vous avez ces quartiers qui sont à l'écart de tout et qui sont dans un trou, c'est-à-dire il n'y a rien autour, il n'y a pas de participation urbaine possible, et vous êtes dans une ségrégation de ce point de vue-là extrêmement marquée. Et souvent dans des difficultés sociales beaucoup plus nettes, disons, que ce qu'on peut observer en Île-de-France, même si en Île-de-France on pourrait trouver à Clichy-sous-Bois par exemple des situations relativement comparables. Donc je voulais aussi montrer ça à travers ce livre, que la réalité française dans ces petites villes, elle peut être aussi difficile. Alors deuxième raison, c'est parce qu'on voulait trouver un endroit où pouvoir s'implanter, qui ne soit pas, pour pouvoir en comprendre les mécanismes, qui ne soit pas trop grand. Une cité comme le Val-Fouré, où on avait commencé à travailler, était trop grand je trouve, pour qu'on puisse percevoir et comprendre les choses. Donc on a choisi une ville de province, dans laquelle je me suis installé avec une autre personne, et dans laquelle on est resté pratiquement 5-6 ans, quasi quotidiennement. Et on est resté dans un petit quartier de 5000 habitants. Je vais donner quelques éléments pour vous situer les choses. C'est un quartier de 5000 habitants environ. Vous avez plus de 60% de la population qui est considérée comme étant au-dessous du seuil de pauvreté. Un taux de chômage officiel de 25%, en réalité qui est beaucoup plus élevé parce que beaucoup de gens ne se sont pas inscrits. Donc disons que grosso modo plus de la moitié de la population ne travaille pas. C'est un quartier qui est peuplé, disons, à 80% de population qui est de population d'origine maghrébine, qui peut être là depuis 4-5 générations, plus les 20% de population qui restent sont les blancs, qui sont souvent des gens plutôt âgés, qui sont issus de milieux ouvriers ou qui appartiennent au milieu ouvrier, parce que c'est une ville plutôt ouvrière. Et l'autre moitié de ces blancs, c'est la population des cassos, ce que les gens appellent les cassos, c'est les cas sociaux, qui jouent un rôle assez important, comme je le disais tout à l'heure, dans la définition morale des gens les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, ils vous disent « je suis pauvre, mais je ne suis pas un cassos ». Le cassos étant celui qui accepte son statut de pauvre et qui est regardé avec un certain mépris de ce point de vue-là. Alors, ce n'est pas propre à la France. Hein. Si vous avez lu le journal, il y a eu des histoires assez sordides en Angleterre ces dernières années, ces dernières semaines, qui relèvent de ce que les Anglais appellent le white trash, ou les choses comme ça, à l'intérieur de quartiers qui sont des quartiers migrants. Voilà pour la population. C'est un quartier où il y a une très forte économie noire,
je dis bien économie noire. On a tendance à se focaliser sur le trafic de drogue. Le trafic de drogue s'implante familial. C'est un trafic qui est organisé par les familles la plupart du temps, mais il est implanté dans une économie qui est beaucoup plus large, une économie noire, qui va du travail noir des ouvriers. La plupart des ouvriers travaillent le dimanche, font des travaux noirs, à la perruque que font les ouvrières dans les usines textiles qu'il y a dans le coin. Puis après, des services, des échanges. Voilà, c'est les gens. Personne ne fait réparer sa voiture quand il y a une voiture dans un garage. On fait toujours ça sur la pelouse. C'est un échange de services. Vous avez des restaurants clandestins, vous avez des coiffeurs. Voilà. Il n'y a pas une jeune fille qui achète ses jeans diesel dans un magasin. Tout est tombé du camion. Il y a une espèce d'économie générale, disons, extrêmement forte sur laquelle se greffe un trafic de drogue qui est parce qu'il a été démantelé ces derniers mois, très organisé avec le marché. Enfin bon, je pourrais vous donner les détails si ça vous intéresse, mais enfin peu importe, qui est organisé familialement et qui irrigue l'ensemble de la société. Ça se traduit par une très forte pression policière dans un quartier comme ça. C'est 5% de la population, c'est au moins 25 à 30% des interventions de la police de l'agglomération. Et pour donner un ordre d'idée aussi de ce point de vue-là, vous avez un tiers des hommes, plus de 33% de toute façon, entre 18 et 35 ans, qui sont en prison ou qui sont passés par la case prison dans les 2 ans auparavant, quand on a fait le décompte de manière précise. Donc ça veut dire que vous ne comprenez non plus pas grand-chose à ce type d'univers si vous n'avez pas en tête, disons, l'importance de la prison, d'une part, et vous ne comprenez rien non plus si vous ne voyez pas qu'un tiers des gamins en prison, enfin des hommes en prison. Ça veut dire que pratiquement toutes les familles dans une cité comme ça sont touchées de manière directe ou indirecte par cet effet-là, par ce mécanisme-là. Et que la prison, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que ce n'est pas simplement des gens qui sont en dehors, qu'on met à l'ombre, si j'ose dire, dans un endroit, mais ça veut dire des frais d'avocat, ça veut dire des frais pour entretenir les gens, les problèmes de déplacement, et ainsi de suite. Ça suppose tout un tas de formes d'organisation qui pèsent évidemment très fortement, plus les amendes, parce que les gens sont condamnés souvent pour du trafic, et ils doivent payer après des amendes considérables. Ce qui peut engendrer le fait que vous rencontrez beaucoup de trafiquants qui trafiquent pour payer les amendes qu'ils doivent parce qu'ils ont trafiqué. C'est assez... bon, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ça, mais c'est assez fréquent. Donc c'est quelque chose qui structure assez fortement. Voilà. Et j'ajoute, dernier élément pour donner un ordre d'idée sur ce quartier, c'est que c'est un quartier... qui a connu une très forte violence anti-institutionnelle. Ça, c'est sûr. Pendant qu'on y était, le centre, il y a un centre comme ça là, qui a cramé. Il y a un gymnase qui a été détruit. Les enseignants de l'école maternelle se sont fait tabasser. Les chauffeurs de bus ont été agressés à coups de revolver. Enfin bon, c'est une ambiance assez lourde. Plus une chose sur laquelle je trouve on est souvent ignorant, on ne fait pas attention, un taux de morbidité très élevé chez les jeunes hommes d'un quartier comme ça. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement 1 ou 2 morts par an sur 5000 habitants, ce qui est considérable, de morts violentes. J'expliquerai pourquoi. Mais vous avez aussi dans ce genre d'endroit, et ce n'est pas propre à ce quartier-là, je trouve qu'on n'est pas assez attentif à ça, une morbidité. C'est-à-dire beaucoup de gens qui sont morts dans des accidents de la route, dans des accidents de moto, des prises de risques, de toxicomanie et ainsi de suite, qui fait que on a eu aussi une dizaine de morts de ce type-là. Donc ça fait vous passez beaucoup de temps dans les enterrements dans cet univers, notamment des enterrements de jeunes hommes. Ces dimensions sociales, elles ne se vivent pas simplement, je dirais, sur le mode de l'affliction, elles se vivent aussi de cette manière-là, par les prises de risques, par la mise en cause de soi, par la mise en cause de son corps, qui font que ces jeunes hommes, disons, meurent. Donc voilà le quartier dans lequel on a travaillé. On s'est installé plusieurs années et bon, je vais dire 2 ou 3 mots de ce fonctionnement et puis après on pourra discuter de choses et d'autres. Il me semble que si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, le ghetto, et j'utilisais le terme de ghetto aussi à cause des dimensions raciales, disons, de cette forme d'organisation, il y a 3 choses qu'on peut observer très facilement et assez simplement qui vous permettent de comprendre ça. D'abord, c'est un monde de l'interconnaissance. Ensuite, c'est un monde, pour parler comme les gens, c'est un monde de l'embrouille. Et les embrouilles, c'est pas une pathologie, c'est un mode de fonctionnement. Et ensuite, c'est un monde
qui est articulé, disons, sur une définition assez particulière, une articulation assez particulière, je dirais, de la race des hommes et du sexe des femmes. C'est à savoir à qui appartient le sexe des femmes est toujours une question centrale dans toute société, mais là, elle pèse très lourdement dans les formes d'organisation qu'on peut observer. Alors d'abord, c'est un monde de l'interconnaissance. Du point de vue empirique, c'est assez intéressant d'observer ça. Par rapport à une ville normale, si j'ose dire, le ghetto, c'est un monde où tout le monde se connaît. Ce qui peut paraître étrange et peut paraître anodin, mais qui est fondamental dans la vie des gens. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde dans une cité comme ça, et tout le monde sait à peu près tout de tout le monde. Il n'y a que le travailleur social qui traîne par là, qui pense qu'il y a du secret professionnel, parce qu'en général, c'est le dernier au courant. Mais tout le monde sait à peu près tout. Et les gens se connaissent, et ils se connaissent personnellement, ils savent s'identifier personnellement. Et si vous prenez des gamins au bas d'une tour, c'est tout à fait intéressant de les entendre discuter avec eux. Vous apercevez qu'ils connaissent facilement 800, 900, 1000 personnes qui peuvent se situer à l'intérieur de la cité. Et quand ils sont 7 ou 8 au bas de la tour, je vous prie de croire qu'ils coiffent, disons, l'ensemble de la cité. Alors, de ce point de vue-là, tout le monde connaît tout le monde et la cité fonctionne, disons, sur cette espèce d'interconnaissance avec ses propres institutions qui accroissent en permanence cette interconnaissance. Et notamment les gamins au bas des tours, c'est comme les commères dans le village corse, c'est pareil. Ça fait circuler l'information, ça accroît en permanence l'interconnaissance. C'est quelque chose qui est... il faut passer des soirées là pour s'apercevoir de ça. Les gens n'arrêtent pas de s'identifier. Enfin bref. On s'aperçoit très vite aussi que cette interconnaissance, elle a une fonction de sécurisation de tout le monde, qui est évidente, de sécurisation, je dirais, collective et ontologique, personnelle. Collective, c'est assez simple à comprendre et c'est pas propre à ce type d'endroit. C'est que, évidemment, vous connaissez tout le monde. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vous connaissez pas, qui apparaît, vous l'identifiez tout de suite. Et vous l'identifiez tout de suite, et c'est très simple à percevoir qu'il est potentiellement, puisque personne n'a besoin de venir ici, porteur d'un danger. Ça peut être un flic, ça peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur pour régler un compte, enfin n'importe quoi. Et donc, dans ce type d'endroit, mais c'est vrai si vous allez dans une favela à São Paulo, si vous rentrez, personne ne va vous agresser forcément, mais vous êtes sûr qu'au bout de 3 minutes, il y a quelqu'un qui vient incidemment à côté de vous, vous demander qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez être mené à décliner votre identité. Alors, si vous avez lu le livre du journaliste Luc Bronner, il raconte bien ça, combien il n'a jamais été autant contrôlé que dans son travail d'enquête dans les cités où on lui demandait de sortir ses papiers, de s'identifier et ainsi de suite. Donc, cette interconnaissance, elle agit comme une forme de sécurité pour les gens, de sécurité collective. Je reviendrai sur ce thème si on a le temps. Mais deuxième chose, c'est une sécurité ontologique pour les gens. C'est-à-dire que, et rappelez-vous ce que je vous disais, ils ne sortent pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce monde de l'interconnaissance, ils savent ce qu'ils sont. Ils sont connus. Ils sont quelqu'un. Quand ils sortent, comme ils vous le disent, ils ne sont plus personne. Donc ça permet à chacun d'avoir une certaine validité ou reconnaissance de ce qu'il est, de son identité, de sa personne. Ils sont le fils d'eux, la fille d'eux, ils appartiennent à tel groupe et ainsi de suite. La famille machin, voilà. Et donc ça permet d'une certaine manière à chacun d'affirmer et d'avoir une forme d'identité personnelle reconnue assez forte. Alors, ça se traduit aussi par une forme de morale. C'est des choses qu'on a du mal à percevoir. Je vous ai dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ils voyaient le monde social. Et ils voient le monde social à partir de cette forme d'interconnaissance. Et une morale très forte, qui est une morale de la personne, qui est assez différente de la morale que peuvent avoir les gens à l'extérieur, et qui explique bien des choses, je trouve. C'est-à-dire qu'ils jugent les gens, non pas en fonction de leur capacité. Vous n'évaluez pas quelqu'un en fonction de ses capacités de faire ci ou ça. Vous l'évaluez en fonction de sa fidélité. Sa fidélité au groupe et donc sa fidélité à lui-même. C'est-à-dire, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ne change pas et qui ne change pas de place à l'intérieur du groupe. Parce que si vous changez du groupe, à l'intérieur du groupe, c'est que vous allez vous changer. Et si vous vous changez, c'est que vous allez sortir du groupe d'une certaine manière, si je suis clair. Et donc on juge des gens de cette manière-là et on évalue positivement les gens en fonction de cette fidélité. Et alors ils vous le disent. Alors par exemple, ils parlent beaucoup du respect. Nous, on se respecte. Est-ce que dans les beaux quartiers, les gens se parlent? Mais non, ils ne se parlent pas. Tandis que nous,
On a des valeurs. Les valeurs, monsieur, il disait souvent, elles sont ici. Et c'est ces valeurs fondées sur l'interconnaissance, le respect des uns et des autres, le fait qu'on se connaît et le fait que chacun est ce qu'il est à l'intérieur du groupe et reste fidèle à l'intérieur du groupe. Ça induit des problèmes fondamentaux pour les enseignants, par exemple, ou pour les éducateurs et ainsi de suite, pour une raison assez simple, c'est que vous ne pouvez pas changer sans trahir ce que vous êtes et sans trahir le groupe. Et d'une certaine manière, si vous êtes mauvais élève, que vous voulez devenir bon élève, par exemple, vous verrez tout de suite le groupe se mobiliser autour de vous sur le mode tu ne vas pas nous la faire, on te connaît, on sait qui tu es, une espèce de pression qui va se mettre de cette manière-là. Ça se voit aujourd'hui sur la pression, il y a eu plein de reportages sur les gamins qui se sont fait massacrer à Grenoble, sur ce type de pression qui peuvent s'exercer parce que c'est perçu comme une forme de trahison. On s'éloigne du groupe d'une certaine manière. Et donc pour beaucoup de gens, par exemple, ce que j'ai du mal à expliquer aux enseignants souvent, l'échec scolaire peut être une stratégie parfaitement rationnelle. Je préfère être en échec scolaire. Pourquoi je réussirais scolairement pour prendre un risque qui est le risque d'une certaine manière de me couper de mon groupe, de me couper de moi-même et de me couper de mon groupe pour des bénéfices qui sont des bénéfices plus qu'aléatoires. Et donc, je préfère d'une certaine manière rester dans cet univers d'interconnaissance et dans cet univers qui m'assure cette forme de sécurité personnelle. Donc ça induit évidemment des difficultés croissantes pour sortir. Alors, pour le dire très rapidement, et pour finir ce point-là très rapidement, ça veut dire que les gens dans le ghetto, ils vivent dans un univers qui est très différent du vôtre, parce qu'ils vivent dans un univers de liens forts. Vous vivez dans un univers de liens faibles. Alors je m'explique, ça ne veut pas dire que les relations que vous entretenez avec une autre personne sont plus ou moins intenses. Lien fort, ça veut dire que vous connaissez des gens qui se connaissent entre eux. Lien faible, ça veut dire que vous connaissez des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Ça a l'air de rien, c'est fondamental dans la vie sociale. Plus vous êtes riche, plus vous montez socialement, plus vous avez de liens faibles, plus on descend dans la société. Plus les gens sont disons, pauvres, moins ils ont de ressources sociales, plus ils ont de liens forts. C'est-à-dire qu'ils connaissent des gens qui se connaissent entre eux, ça fait comme une sorte de pelote. Et ils travaillent en permanence à la pelote, si j'ose dire. Et ils ont très peu de liens faibles, c'est-à-dire très peu de connaissances à l'extérieur. Alors vous me direz, c'est anecdotique, pas du tout. Si vous cherchez du travail aujourd'hui, comment vous trouvez du travail? Vous ne trouvez pas du travail en envoyant des CV. Vous trouvez du travail par des liens faibles. C'est-à-dire, c'est les liens faibles. Vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a entendu dire par quelqu'un, et ainsi de suite. Et vous remontez la chaîne. Mais si vous êtes dans un univers de gens qui se connaissent tous entre eux, vous ne sortez pas de cet univers-là. Et donc, pour trouver du travail, vous n'en trouvez pas. Et dans les cités où j'ai travaillé, et dans cette cité en particulier, vous rencontrez des jeunes qui envoient des centaines et des centaines de CV, ils n'ont jamais de réponse. Et évidemment, leur petit copain à l'école, qui lui a des liens faibles, ils trouvent. Alors ça se voit par exemple quand ils font des stages ou quand ils sont amenés à faire des stages et ainsi de suite. Donc cet univers de liens forts, il protège les gens, ça c'est évident, mais vous voyez bien que c'est un handicap très fort, si j'ose dire, pour les gens quand ils veulent aller à l'extérieur. Ça c'est la première chose qu'on peut observer, ce fondement et c'est fondamental de mon point de vue, et c'est assez simple, disons, cette interconnaissance avec tout ce que ça induit comme effet et comme difficulté que ça peut poser aux gens dans le monde social. Alors, deuxième élément que je voulais rappeler ici comme présentation, le ghetto, c'est un monde de l'embrouille aussi. Alors, vous me direz, c'est quoi les embrouilles? Je ne sais pas si vous êtes allé dans les cités, mais les gens passent leur temps à s'embrouiller. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et j'aime bien le terme embrouille parce que c'est compliqué, les embrouilles. C'est des espèces de conflits. On sait jamais trop. On finit par ne jamais trop savoir sur quoi c'est parti. C'est un truc à l'UMP, si vous voulez. C'est typique, l'embrouille. C'est une embrouille. Et comme à l'UMP, d'ailleurs, les embrouilles, ça peut monter très haut. Ça peut monter très haut dans la violence, dans l'affrontement, les gens s'entretuent. Dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le nombre de morts, les morts qu'on a observés dans le quartier, c'était suite à des embrouilles, c'était pas suite à des problèmes de trafic ou de règlement de compte, comme à Marseille. Non, c'était des embrouilles internes, souvent sur un mot de travers, sur un truc pas compris, et ainsi de suite. Alors, comme à l'UMP, on s'aperçoit que l'embrouille, c'est très intéressant, parce que ça révèle bien des choses. La première chose, c'est que, alors je passais pas tout
tout le temps, hein, de temps en temps, je partais, puis je revenais. Et à chaque fois que vous revenez, vous avez de nouvelles histoires d'embrouille. Et les gens, vous rencontrez des gens qui sont très heureux de vous raconter des histoires d'embrouille. Parce que d'abord, vous y comprenez rien de l'extérieur. Donc c'est aussi un fonctionnement qui est opaque vis-à-vis du monde extérieur. Donc ils vous racontent ça avec un certain plaisir. Ça me paraît évident de noter ça. Vous avez aussi des gens qui prennent plaisir à l'embrouille. J'en ai rencontré qui vous disent bah, moi, il y a des matins, je me lève, il me faut ma dose d'embrouille. Donc c'est une espèce d'excitation générale dans laquelle on peut trouver dans ce monde où on s'ennuie une forme d'expression de soi. Puis comme à l'UMP, c'est assez intéressant si vous lisez la presse, l'embrouille, elle a cette faculté de réveiller les embrouilles passées. C'est-à-dire que... et donc, si vous lisez la presse, on nous fait toutes les embrouilles de la droite entre Chirac, Balladur et ainsi de suite. Ben, dans une cité, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez une embrouille, et puis vous avez deux personnes qui vont s'emplâtrer. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce que l'embrouille-là a réveillé une embrouille passée qui a ressurgi, et ainsi de suite. Et donc, de cette manière-là, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait une histoire commune, très souvent. C'est que les gens vous racontent l'histoire de la cité à travers l'histoire de ces embrouilles, qui est très opaque à l'extérieur, ça ferme à l'extérieur, et qui soude les gens d'une certaine manière autour d'enjeux qui leur sont propres. Alors pour aller vite, trois ou quatre petites remarques sur l'embrouille. La première chose, c'est que, et c'est évident, ça crée de la solidarité. Je voudrais bien insister là-dessus, mais c'est pas propre aux cités françaises. Si on va, je parlais il y a pas longtemps à des sociologues algériens qui étaient en France là dans un colloque. Ils me disaient mais la Casbah à Alger c'est pareil dans ce fonctionnement dans l'embrouille. Mais dans les favelas brésiliennes que j'ai pu un peu connaître, c'était pareil. Il y avait des embrouilles permanentes. Et une des choses fondamentales, c'est que l'embrouille, elle crée des formes de solidarité interne. C'est une façon de s'intégrer. Alors, elle crée des solidarités internes de façon très forte parce que les gens ne peuvent pas échapper à l'embrouille. C'est-à-dire que quand vous avez une embrouille entre deux personnes ou deux familles, progressivement, il y a des alliés d'un côté et ça finit en une espèce de guerre générale, telle partie du quartier contre telle autre partie du quartier, ou des choses de ce type. Donc ça crée des solidarités. Alors vous me direz, mais ça peut faire éclater la cité. Pas du tout, parce que les gens ont une technique très forte, ils ont une façon de contrôler les embrouilles. Ils vous disent bah, que si on s'embrouille trop entre nous, eh ben on va s'embrouiller avec la cité d'en face. Et quand on s'embrouille avec la cité d'en face, on refait notre unité de cette façon-là, et on peut reprendre nos embrouilles, si je suis clair. Donc, vous voyez, c'est une espèce de fonctionnement qui est un fonctionnement qui peut être extrêmement violent, mais qui est permanent et qui crée une forme de solidarité. Alors, vous pouvez l'observer à tout âge dans la cité, mais observer les groupes d'adolescents, c'est tout à fait saisissant, parce qu'ils fonctionnent en petite échelle, ils fonctionnent de cette manière-là. Vous verrez qu'ils passent leur temps à s'embrouiller, à se choper les uns les autres, et puis ils refont leur unité s'il faut affronter une bande adverse ou un monde extérieur, et puis hop, une fois que vous avez l'impression toujours que ça va éclater, et ils ont cette espèce de va-et-vient permanent entre les embrouilles internes et l'embrouille externe, si j'ose dire, qui crée et qui forme cette espèce de solidarité collective. Donc ce que je voulais dire ici, on peut toujours épiloguer longuement sur les embrouilles, mais que c'est un phénomène, disons, collectif, est un phénomène d'intégration collective, qui sert aussi, de ce point de vue-là, à renforcer les identités des gens. C'est-à-dire les gens acquièrent des réputations, un statut social, ça crée des hiérarchies aussi à l'intérieur de la cité. On sait que telle ou telle personne est capable de faire ça, ça crée des formes de pouvoir et de classement. Les gens savent s'identifier aussi à travers ces logiques d'embrouille. Dernière chose, c'est que vous voyez bien que l'embrouille, c'est aussi lié au fonctionnement collectif et à l'interconnaissance. C'est l'autre côté de l'interconnaissance. C'est comme dans un village, si vous voulez. Les gens s'embrouillent parce qu'ils se connaissent. Et l'embrouille, elle est liée, disons, aux liens forts. Alors c'est assez facile à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Pour comprendre ça, parce que c'est très différent de la façon dont vous pouvez voir l'espace urbain. Admettons que vous sortez de ce centre, là, n'importe lequel d'entre vous, il y a quelqu'un qui passe et vous met une claque. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je prends le pari que vous ferez rien. Alors, pourquoi vous ferez rien ? Un, parce que vous ne savez pas si vous réagissez, jusqu'à quel niveau de violence ça peut monter. Donc, il vaut mieux que ça s'arrête là. Deux, vous êtes sûr que si ça dégénère, personne ne viendra vous aider.
Vous êtes irrémédiablement tout seul. Et 3, personne ne vous connaît. Vous êtes dans une ville dans laquelle c'est anonyme. Donc personne ne vous connaît. Donc si vous éprouvez une honte ou quel que soit le sentiment, vous rentrez chez vous, vous avalez votre thé ou votre whisky et puis vous passez à autre chose. Et le plus simple, c'est d'oublier assez vite. Quand vous êtes dans l'univers de l'interconnaissance, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez un statut, une place, une dignité, une face à préserver. Si quelqu'un vous manque de respect, s'il y a un mot de travers, et je ne parle même pas, disons, d'un acte violent, vous êtes obligé de réagir. Et si vous ne réagissez pas, évidemment, tous les groupes autour de vous vont vous amener progressivement à réagir. Et vous rentrez, mais c'est comme dans un village corse, dans un cycle qui sera nécessairement un cycle de vengeance et de contre-vengeance. Et donc, les embrouilles, elles sont le mode de fonctionnement normal, si vous voulez, d'une petite société fermée qui fonctionne sur l'interconnaissance. Ça fait partie, disons, du système. Et donc, dans ce travail, on a beaucoup étudié les embrouilles pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Alors, dernière chose, et puis je m'en tiendrai là, que je voulais évoquer, c'était ces histoires de sexualité qui occupe une grande place dans le livre, au moins toute une partie du livre. Il y a 4 parties, mais toute une partie est consacrée à la question de la sexualité et des rapports hommes-femmes, et notamment la sexualité féminine. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et assez paradoxalement, si on veut comprendre ça, dans cet univers, il faut commencer par une expérience commune aux hommes et aux femmes qui est, dans une ville comme celle-là, l'expérience de la discrimination raciale et l'expérience du racisme dans l'espace public. C'est que les gens, quand vous parlez, alors y compris d'ailleurs, c'est ça qui est le plus fascinant, y compris ceux qui ne sont pas arabes ou noirs, ceux qui sont d'origine française et blancs, qui sont traités, comme ils le disent, comme des arabes parce qu'ils vivent avec les arabes. Donc cette expérience du racisme, elle est très largement partagée par tout le monde, quel que soit son âge. Avec les gens ont tous des histoires à raconter dans le monde du travail, dans le monde dans les bus, dans l'espace public, dans les magasins, voilà. Et comme je le disais, surtout dans une ville comme ça qui est très fortement marquée par la ségrégation raciale, où on vous désigne le quartier comme le quartier des Arabes dangereux où il ne faut pas aller. Donc les gens ont beaucoup de choses à raconter de ce type-là et ont tous des expériences plus ou moins douloureuses, disons, de discrimination, d'expression du racisme dans l'espace public. Première observation. Deuxième observation, c'est là que j'en viens aux hommes et aux femmes, c'est qu'on s'aperçoit aussi très vite dans les récits que c'est très différent selon le fait que vous êtes un homme ou une femme. Et d'après ce que racontent les gens. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est pas très compliqué à comprendre, les hommes, d'une certaine manière, ont toujours une expérience qui est une expérience plus lourde du racisme et plus enfermée. C'est-à-dire, ils n'ont pas de moyen d'échapper à ça. Alors que les femmes, quand elles parlent de ça, elles vous racontent aussi que, d'une certaine manière, le fait d'apparaître comme une femme leur permet d'échapper partiellement au stigmate racial. Le fait d'être une femme, même sans apparaître comme telle, peut leur permettre d'échapper au stigmate racial, à condition que le fait d'apparaître comme une femme soit conforme, disons, aux normes dominantes. C'est-à-dire, alors je vais le dire d'une façon assez simple, elles vous disent, moi si je mets une jupe, une mini-jupe, je me lisse les cheveux, je rentre partout. Voilà. Et d'ailleurs, on ne voit plus l'arabe, on voit le charme oriental. C'est-à-dire, au fond, y compris mon identité propre peut être retournée, le stigmate, si vous voulez, peut être retourné comme une canne de golf. Ça devient quelque chose de positif et un avantage. Alors que les garçons, les hommes, eux sont, je vais prendre un exemple concret pour me faire comprendre, sont assignés à une identité qui est une identité nécessairement négative. C'est-à-dire, ce sont des hommes arabes ou des hommes noirs, et il n'y a pas moyen de sortir de cette espèce d'addition du racisme et du stigmate. Alors, le plus simple, pour comprendre ça, c'est le thème des boîtes de nuit. Dans des endroits comme ça, pratiquement les seules distractions pour les jeunes hommes, notamment, ce sont les boîtes de nuit. Or, dans de nombreuses villes, vous devez le savoir, il y a une discrimination raciale, notamment à l'entrée des boîtes de nuit, qui peut être extrêmement forte et qui est très très fréquente. Les hommes arabes ou noirs n'entrent pas dans les boîtes de nuit. Alors c'est aussi une expérience assez largement partagée en France, et pour avoir tourné un peu partout dans le sud de la France notamment, mais aussi dans certaines régions de l'Est, si vous parlez de ça, les gens se mettent spontanément à parler de cette expérience-là.
Et les hommes, quand ils racontent ça, utilisent deux mots assez simples. Ils disent d'abord que c'est vécu ils vivent comme une humiliation. Je suis resté dehors à m'humilier. Alors ils racontent des histoires comme ça. Même ceux qui réussissent scolairement, je me souviens d'un qui racontait qu'il était subdeco dans une ville du sud-ouest de la France. Il fête avec ses amis la fin de l'année. Ils se pointent tous à l'entrée d'une boîte et le vigile dit « Toi, l'arabe, tu rentres pas ». Et il raconte que lui reste à s'humilier. Il dit « Je suis resté dehors à m'humilier ». Et puis, ils ajoutent aussi très souvent qu'ils vivent ça comme une forme de castration. Le mot revient très très fréquemment. Et pourquoi ils vivent ça comme une castration? Parce que, évidemment, ne pas rentrer dans un espace qui est celui de la boîte de nuit, qui est un espace d'égalité et d'échange sexuel, au fond, c'est pas simplement le fait qu'ils sont arabes qui est rejeté, c'est le fait que ce sont des hommes aussi qui est rejeté, puisque les jeunes filles qui sont arabes, elles rentrent dans la boîte de nuit sans aucun problème, si j'ose dire. Donc c'est bien cette double forme des choses, qui est l'identité masculine arabe, si vous voulez, pour prendre ce cas-là, qui est refusée à l'entrée de la boîte de nuit. C'est leur virilité, d'une certaine manière, qui leur interdit d'entrer dans la boîte de nuit. Alors on peut épiloguer ça longuement là-dessus, et je pourrais longuement parler de ça, mais ça a un effet tout de suite très conséquent sur la vie des gens à l'intérieur de la cité. C'est évidemment que, et qu'on peut percevoir aujourd'hui de façon très forte, c'est évidemment que, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'interconnaissance et ainsi de suite, c'est évidemment qu'à partir de ce moment-là, la féminité, l'affichage de la féminité est toujours perçu comme une trahison potentielle. C'est comme la capacité des femmes d'aller à l'extérieur. Et donc ça engendre chez les hommes une sorte de sentiment de méfiance très grande et d'hostilité très grande à l'intérieur des cités vis-à-vis de toute manifestation de la féminité, non pas en tant que telle, mais parce qu'elle est perçue et elle est vécue comme une trahison potentielle. Il y a d'ailleurs chez les hommes une espèce d'angoisse permanente, disons, de la trahison féminine, qui n'est pas simplement une trahison sentimentale, mais aussi une trahison collective, ou une trahison raciale, si vous voulez. Alors, ce qui fait que, très vite, ce qui protège les femmes à l'extérieur, ce qui les protège du racisme, notamment le fait, encore une fois, d'apparaître comme des femmes, devient très vite un handicap à l'intérieur de la cité, parce que c'est justement ce qui les protège à l'extérieur. Et donc on va chasser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la réciproque est vraie. C'est-à-dire ce qui protège les femmes à l'intérieur de la cité devient un handicap à l'extérieur de la cité. Je prends un exemple de ça assez simple. C'est que si vous décidez d'être une femme autrement que dans la norme dominante, c'est-à-dire la jupe et ainsi de suite. Si vous portez un voile, par exemple, le voile n'est en aucune façon, c'est un symbole religieux, certes, c'est d'abord un symbole sexuel. C'est l'affirmation que je ne couche qu'avec des musulmans. Point barre. Donc je ne suis pas disponible. Et les filles racontent assez bien, d'une certaine façon, comment à l'intérieur de la cité, ça les protège, on ne les emmerde pas, mais comment à l'extérieur de la cité, surtout si c'est des filles jeunes, cette non-disponibilité entraîne de l'agressivité et entraîne souvent pour elles un certain nombre de remarques désobligeantes, de difficultés, et ainsi de suite. Et donc, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que ces jeux sur l'affirmation de la féminité, et évidemment, se définissent par rapport, cette dialectique entre l'intérieur et l'extérieur du ghetto, et qu'à partir de ce moment-là, toute forme de féminité à l'intérieur du ghetto, du quartier, est perçue négativement, comme quelque chose de potentiellement négatif. Et donc, vous observez assez simplement, évidemment, qu'à partir de ce moment-là, il y a une espèce de chasse collective à la manifestation de la féminité à l'intérieur d'une cité comme celle-ci, à laquelle pratiquement tout le monde participe. Je pourrais dire quelques mots. Et vous observez aussi que toutes les filles ou toutes les femmes qui affichent une forme de féminité subissent une pression et subissent souvent des insultes, et des insultes qui ont toujours une double connotation sexuelle et raciale. C'est-à-dire, ce sont des putes francisées, elles sont blanchies, c'est ce type d'insulte qui est proféré, qui est pas simplement le fait que c'est pas simplement des putes, c'est des putes francisées. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et donc, on chasse d'une certaine manière les choses. Alors, se met en place tout un système de réputation et ainsi de suite, tout un système qui consiste à cacher d'une certaine façon collectivement, comme je le disais tout à l'heure, toute présence des femmes. Les femmes disparaissent de l'espace public. Et d'ailleurs, les hommes vous le disent assez simplement dans un endroit comme ça. Et souvent, j'ai entendu cette phrase, les femmes, ça n'existe pas. Les femmes, ça rentre à la maison. Point. Et les femmes se font agresser si elles traînent, elles ne peuvent pas traîner, elles ne peuvent pas être présentes, et ainsi de suite.
Alors c'est un fonctionnement collectif de ce point de vue-là qui a des effets assez forts, je trouve, sur la façon dont les hommes et les femmes se construisent à l'intérieur de la cité. Alors 2 mots là-dessus, puis je m'arrête. Si on regarde la façon dont les hommes se construisent, c'est assez fascinant parce que les hommes vivent comme des puritains. Comme les puritains de la vieille Angleterre, si vous voulez. Alors c'est quoi un puritain? C'est quelqu'un qui va au bordel. Et au sens propre, les hommes dans cette cité, ils vont au bordel. C'est-à-dire, ils extériorisent la sexualité. La sexualité, c'est un peu sale, et c'est tout à fait à l'extérieur de la famille, à l'extérieur du ghetto, à l'extérieur du quartier. C'est dans la pornographie, c'est dans la prostitution, c'est dans la consommation des prostituées dans les bordels. Et dans une cité comme ça, mais c'est vrai de cités du nord de la France aussi, ainsi de suite, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à comprendre parce que pour aller vite, souvent, en début de semaine, je croisais des gens et ils me disaient « Ah, salut, ça va? Et d'où tu viens? T'étais pas là? » Ouais, j'étais en Espagne. Alors je ne comprenais pas ce qu'ils allaient foutre en Espagne, jusqu'à ce que je comprenne qu'une grande partie de l'argent du deal était dépensé dans les bordels en Espagne. Alors si vous allez en Espagne, et c'est quand même très loin de là où je travaillais, donc ils montaient des expéditions, comme on dit, pour aller en Espagne. Et voilà, une grande partie de l'argent de la drogue a été dépensée comme ça. Et si vous allez en Espagne, d'ailleurs, c'est pas très compliqué, que ce soit du côté Barcelone ou du côté Bilbao. Si vous prenez la route, là, vous avez un alignement de bordels le long de la route. Alors souvent, c'est des maisons un peu tarabiscotées, on ne sait pas trop. J'ai eu du mal à comprendre aussi au début. Mais après, les gens de la cité m'ont bien expliqué et j'ai compris. Alors, c'est à la fois comique, si vous voulez. En même temps, c'est tragique. Il y a 1 an, il y a 4 gamins de la cité, 4 jeunes hommes entre de 20 et 30 ans qui se sont tués en voiture à 4 heures du matin sur la route de Bayonne. C'était absolument pas, disons, parce qu'ils allaient faire du surf. C'est parce qu'ils allaient ou revenaient, disons, d'une virée dans les bordels. Enfin bon, peu importe. Ce que je veux dire là, c'est que les hommes extériorisent et désexualisent tout ce qui est à l'intérieur. C'est assez fascinant d'observer ça. Ils désexualisent tout ce qui est à l'intérieur. Alors, ils vous disent, alors ce qui entraîne chez eux souvent, alors chez les jeunes hommes par exemple, le fait que les filles les plus désirables sont celles que vous ne pouvez pas toucher, un peu comme dans Hamlet et Ophélie, si vous voulez, la chanson d'Ophélie dans Hamlet. Quand Ophélie se plaint que Hamlet l'a quitté, et il l'a quitté parce qu'il a couché avec elle. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire que les filles les plus désirables sont celles que vous ne pouvez pas toucher, et si elle accepte d'être touchée, c'est que c'est une pute, elle le fera avec quelqu'un d'autre. Donc je préfère, et c'est pour ça que dans une cité comme ça, vous voyez beaucoup de mariages arrangés, beaucoup de mariages avec des femmes qui viennent du pays, comme on le dit, je préfère contourner, disons, cette population. Alors, ça, c'est un des aspects importants. Et l'autre aspect important aussi, c'est que ça a comme conséquence que les hommes se replient en permanence, puisqu'ils sont obsédés par la trahison féminine, par la non-manifestation de la féminité. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est que vous êtes avec des gens qui peuvent vous montrer sur leur téléphone des photos porno qu'ils ont prises dans les bordels ou raconter comment ils sont passés de l'Angola au Brésil en 3 minutes. Mais vous ne pouvez pas dire que la fille qui passe est jolie. Parce que si vous dites que la fille qui passe est jolie, vous allez prendre une claque. Parce que ça n'existe pas à l'intérieur de la cité, ça existe à l'extérieur. Si je... Alors, la conséquence, c'est que les hommes, en général, se construisent par un enfermement très fort sur un statut familial. C'est-à-dire, au fond, ils vous disent les putes sont là pour notre plaisir, et puis quand on rencontre une femme qui ressemble à notre mère, on l'épouse et on a des enfants avec elle et on est heureux. C'est-à-dire, on se définit comme père, on se définit moins par une virilité sexuelle, si vous voulez, mais on se définit comme père. Et les gens se projettent, d'ailleurs, quand ils sont jeunes, dans ce statut paternel, ou dans un statut exclusivement, ou quasi exclusivement paternel. Donc ça entraîne une logique chez les hommes de repli très fort et de cristallisation très forte sur ce statut paternel. Ça engendre une grande violence interne, disons, aux familles aussi, parce que comme chacun sait, plus on a de familles, plus on a de violence. C'est-à-dire que, comment dire, c'est la cristallisation sur la structure traditionnelle de la famille, parce que les gens ne correspondent jamais aux rôles sociaux qu'on va leur assigner. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Donc ils vous le disent assez bien. Pourquoi vous tapez sur les femmes? Pour qu'elles restent à sa place. C'est assez clair.
Donc, plus les gens ont une conception traditionnelle de la famille ou cristallisée d'une certaine façon sur laquelle ils se replient, plus ça engendre de violences effectives sur les femmes pour qu'elles se plient d'une certaine manière à cette affirmation familiale très, très forte. Donc, plus vous avez de famille, plus vous avez de violence d'une certaine façon. Et j'ai toujours tendance à penser que dans le ghetto, ce dont souffrent les gens, c'est pas de la décomposition familiale, c'est de l'inverse, c'est-à-dire du trop de famille et du trop grand enfermement, disons, sur une définition trop close et trop fermée de la famille. Alors ça, c'est pour le côté masculin. Alors pour le côté féminin, c'est aussi assez fascinant, je trouve, parce que les femmes, au fond, entre 17 et 65 ans, elles souffrent de leur désexualisation, pour parler comme ça. Et donc, quand elles racontent leur vie, c'est aussi extrêmement intéressant. Toutes les femmes parlent de sexualité, les hommes, jamais. Et toutes les femmes parlent de la sexualité, elles parlent de relations sexuelles, et elles parlent des relations sexuelles qu'elles mettent au service d'une forme de développement personnel. Donc ce qui les amène à dire, nous les femmes, comment je deviens une femme, d'une certaine manière. Beaucoup me disaient, mais vous ne savez pas, monsieur, combien c'est difficile de devenir une femme dans un endroit pareil. Et donc c'est tout un travail qu'elles font, si j'ai bien été clair, de réappropriation de soi, de réappropriation de son corps, de son sexe. Mon sexe n'appartient pas à la communauté, n'est pas projeté à l'extérieur dans la prostitution, ça m'appartient d'une certaine manière. C'est un travail de réintégration personnelle et d'affirmation de soi. Souvent d'ailleurs, les jeunes femmes le disent comme ça, la féminité c'est ma liberté, c'est ma façon à moi d'affirmer d'une certaine manière mon intégrité personnelle et mon identité personnelle. Alors elles le font de manière très directe, elles le font à travers des histoires d'amour par exemple, elles racontent beaucoup d'histoires d'amour qui est une façon de résister en permanence ou de s'opposer, disons, à ce fonctionnement masculin, parce que dans les histoires d'amour, elles ne sont pas un objet en tant que tel, elles sont le sujet de l'histoire, elles sont le sujet du désir, et elles font le portrait souvent des hommes qui sont pris dans ces histoires de façon extrêmement positive dans un monde de la confiance. Donc raconter des histoires, c'est pas simplement qu'elles rêvent au prince charmant, c'est une façon de construire d'une certaine façon aussi une forme d'identité personnelle dans cet univers qui vous dénie cette identité personnelle et qui travaille en permanence à vous séparer de votre corps, à vous séparer de votre sexe, à vous séparer de vous-même, pour parler comme ça. Ce qui a un effet très social extrêmement important, je trouve, dans la vie aujourd'hui, que vous pouvez observer, que tout le monde peut observer. C'est que les femmes sont, à partir de là, obligées en permanence de ne pas être ce qu'elles sont, ou ce qu'on leur demande d'être, à l'inverse des hommes qui sont exactement ce qu'ils sont et qui voudraient être ce qu'ils sont. Donc ça les place toujours dans ce processus réflexif, un processus où il faut faire attention à soi, toujours une espèce de réflexion sur soi et d'interrogation sur soi. Ça a un effet social très important, c'est que ça rend les femmes beaucoup plus intelligentes que les hommes. Et c'est une vraie question d'anthropologie qu'on s'est posée. C'est que quand vous passez du groupe d'hommes à un groupe de femmes, vous avez le sentiment que le niveau intellectuel s'élève considérablement. Mais ça se voit aussi, si vous lisez les reportages aujourd'hui sur la crise économique, c'est extrêmement intéressant dans les cités. Tous les reportages qu'on lit dans les journaux soulignent la même chose, c'est la disparition des hommes. Ceux qui ont ou celles qui ont la capacité de faire des choses, d'aller vers l'extérieur, d'organiser des choses positives, ce sont les femmes. Les hommes, d'une certaine manière, les hommes ont disparu, ou les hommes s'effondrent parce que les hommes sont trop cons, c'est-à-dire, au fond, ils travaillent en permanence à s'affirmer et à croire ce qu'ils sont. Mais je suis très, très sérieux en disant ça. Ce sont des effets extrêmement importants de ces rapports, disons, à la sexualité. C'est pas le cerveau des hommes qui est plus petit ou qui fonctionne moins bien que celui des femmes. Je crois que c'est un mécanisme social extrêmement important et qui pose des problèmes évidents du point de vue des politiques sociales, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, et moi dans le prochain livre qu'on va publier et que je vais publier, je plaide en faveur de politiques sociales qui ciblent parfaitement les femmes et qui renforcent, disons, le pouvoir des femmes. On pourrait dire qu'il faudrait essayer de sauver les hommes du désastre. À mon sens, c'est un peu tard ou c'est sans espoir. Et donc c'est une vraie question de ce point de vue-là, parce qu'on a beaucoup discuté, alors ça peut vous paraître bizarre du point de vue de la méthode, mais on a beaucoup discuté avec les hommes autour de cette question. Pourquoi êtes-vous si cons ? Donc je suis sérieux, passé des soirées entières à discuter avec des groupes de jeunes hommes ou de jeunes garçons ou d'hommes tout court pour savoir pourquoi les hommes étaient vraiment très cons. C'est-à-dire qu'ils croient ce qu'ils sont. Voilà. Alors
Alors que les femmes, disons, ont cette capacité d'être plus intelligentes, de mieux comprendre les situations, d'aller plus vers l'extérieur, d'être plus dans la réflexivité, d'échapper au rôle social qu'on veut leur... Et donc ça leur donne une capacité sociale plus grande. Alors j'ajoute une dernière petite chose pour qu'on se comprenne bien. Ceci aussi entraîne des tensions très fortes à l'intérieur du ghetto. Parce que ce n'est pas exactement toutes les femmes qui sont comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évoqué ça tout à l'heure, c'est plutôt une partie des femmes qui sont dans ces stratégies réflexives d'affirmation personnelle et ainsi de suite, et une autre partie des femmes qui collent d'une certaine manière au fonctionnement collectif. Alors on s'est beaucoup interrogé de savoir pourquoi certaines avaient des stratégies externes, pour parler comme ça, notamment dans la mise en œuvre de la sexualité ou dans le choix des relations qu'elles font, mais aussi dans leur capacité d'aller vers l'extérieur et de construire des choses, et pourquoi d'autres avaient des stratégies plus communautaires, c'est-à-dire s'enfermer d'une certaine manière dans les familles sur un rôle traditionnel et se soumettaient, pour parler comme ça, une forme de rôle traditionnel, avec parfois des va-et-vient dans les histoires individuelles. Alors ce qui est intéressant, et je m'en tiendrai là, c'est qu'on voit qu'au fond, me semble-t-il, la dichotomie, elle se fait à partir de trois choses qui interviennent. D'abord, le soutien familial ou pas, c'est-à-dire celles qui ont un soutien familial, qui vont dans un sens ou dans l'autre, souvent leur mère jouant des rôles très ambivalents, les poussant vers l'extérieur à s'affirmer, de temps en temps les ramenant vers un statut plus soumis, pour parler comme ça. La deuxième, c'est la capacité scolaire, c'est-à-dire celles qui ont des ressources scolaires peuvent aller vers l'extérieur. Et la troisième chose, c'est la beauté physique, qui, comme chacun sait, est un élément fondamental dans la vie collective aujourd'hui, et qui permet à celles qui en sont dotées d'aller vers l'extérieur, et souvent qui est vécu comme un handicap très fort à l'intérieur de la cité. Beaucoup de garçons vous expliquent qu'ils n'épouseront que des laides, parce que les belles, évidemment, ce sont nécessairement des putes, ou potentiellement des putes. Donc la beauté physique a aussi vous ouvre d'une certaine manière les portes, et vous ouvre beaucoup de portes, et donc c'est plus simple si vous pouvez en disposer. Alors, bon, je ne développe pas tous les aspects, mais il me semble que ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas du ghetto partout, première chose, mais si vous voulez comprendre le ghetto et la façon dont évoluent les quartiers, un certain nombre de quartiers, assez curieusement, il faut le comprendre par ces rapports entre les gens, entre les hommes et les femmes. Ces questions, ce sont des questions fondamentales. C'est ça qui vous permet de comprendre après toute l'organisation, parce que vous voyez bien que toute l'organisation, l'interconnaissance et ainsi de suite, c'est aussi une manière de contrôler le fonctionnement des uns et des autres, une manière de contrôler et d'organiser, disons, les rapports entre les hommes et les femmes, une manière de créer une sorte, et c'est ça, une contre-société. C'est toujours, ça se fonde sur ces questions-là. Alors voilà, disons, pour donner quelques éléments du travail qui a été fait. Donc le ghetto, si vous voulez en avoir une image, à mon sens, on peut partir de ces trois éléments, tels qu'ils sont perçus, tels qu'ils sont vécus, disons, dans la vie personnelle des gens. Voilà, je m'en tiendrai là. Merci.